Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole et notre mission à LMT, c'est d'accompagner l'innovation sur le territoire de la Mayenne. Et pour cela, on mène des actions de sensibilisation, de diffusion des messages autour de l'innovation. Et c'est pourquoi on organise tous les deuxièmes mardis du mois une matinée ou comme ce matin, un webinaire de l'innovation. Donc l'objectif de ces événements est de vous permettre de découvrir ou en tout cas de redécouvrir des sujets ou des thématiques en lien avec l'innovation. Et donc ce matin, on va traiter la question du modèle d'affaires, des modèles d'affaires que l'on peut envisager et mettre en place dans son entreprise. Et donc c'est Christian Travier, directeur de LMT, qui animera ce webinaire. Je vais à présent pouvoir passer la parole à Christian Travier. Christian, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là ce matin. Merci à Charlotte de m'avoir proposé cette intervention parce que le sujet des modèles d'affaires, des business models, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui me passionne. Et je suis très heureux ici de pouvoir partager avec vous. Alors, je sais que dans l'audience, il y en a aussi qui sont déjà très affûtés sur le sujet, mais je pense qu'il est toujours intéressant d'échanger et d'entendre des présentations différentes. Donc, je vais essayer voilà, de dérouler la présentation, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Et puis, de toute façon, je m'arrêterai à quelques moments aussi pour permettre ces échanges-là. Qu'est-ce qu'un modèle économique? Il faut commencer par ça, puisque avant de parler d'un sujet, il faut se mettre d'accord sur de quoi on parle. Alors, moi, j'ai une définition qui est finalement assez simple. Le modèle économique, c'est la façon dont une entreprise gagne de l'argent. Alors, dire effectivement, c'est très simple. Pour moi, un des objectifs de l'entreprise, en tout cas, une des nécessités de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent, mais comment elle peut le faire, comment elle le fait. Euh, j'ai toujours été marqué par le premier président, le fondateur de Laval Mayenne Technopole, qui était un entrepreneur à succès. Et pendant des années, il faisait partie de notre comité d'incubation où on accueille les nouveaux projets, les nouveaux entrepreneurs qui ont des projets. Et systématiquement, à la fin des présentations, sa question c'était: oui, mais comment vous gagnez de l'argent? Et c'était toujours une question, effectivement, qui a l'air évidente, mais qui finalement n'est pas si simple pour les entrepreneurs qui débutent. Il n'est pas si simple pour eux d'y répondre. Et des fois, ce n'est pas évident, on ne comprend pas exactement comment ils gagnent de l'argent. Et c'est bien le sujet du modèle économique qui peut être des fois un peu complexe. Donc, pour simplifier les choses, il y a quelques quinzaines d'années, Alexandre Osterwalder et ses collègues, qui sont des économistes, des professeurs d'économie, ont popularisé un modèle de représentation du modèle économique sous la forme d'une matrice qui s'appelle le Business Model Canvas. Et depuis, ce modèle a eu un énorme succès et il est utilisé dans toutes les écoles de commerce, dans les incubateurs et par beaucoup d'entreprises pour représenter leur modèle économique. Alors un modèle, de façon générale, moi je suis physicien de formation, et les modèles, ce sont des représentations un peu théoriques qui permettent de visualiser en simplifiant une réalité. Et c'est bien le cas ici, puisqu'on a donc une matrice, que je vais détailler après, qui comporte 9 cases et qui permet de représenter les différents ingrédients, les différents composants, les différents éléments d'un modèle économique. Alors, évidemment, il y a un peu de simplification, évidemment, ça ne dit pas absolument tout, mais c'est quand même très complet. Ça permet vraiment de comprendre comment fonctionne une entreprise en un seul schéma, et c'est un outil très puissant. Donc, voyons un peu le détail.
Voilà, il y a donc ces 9 cases qui sont disposées de cette façon. Ça, c'est le génie de ces professeurs d'avoir trouvé une orientation simple et pertinente. Et donc, je vais juste vous les passer rapidement en revue pour décrire un peu ce qu'elles veulent dire si vous n'êtes pas familier avec ce modèle et le rappeler si vous connaissez déjà. Donc, la première, la case, pas la plus importante, mais celle par quoi les gens commencent, c'est quand on crée une entreprise, c'est pour quoi faire, c'est pour vendre quoi, qu'est-ce qu'on propose, quelle est la proposition de valeur qu'on fait à ses clients. Soit on développe des produits, soit on propose des services, soit les deux. Et on peut avoir donc une ou plusieurs propositions de valeur qu'on va décrire dans cette case. Voilà, bah, je vends, si je suis une boulangerie, ma proposition de valeur, c'est de vendre du bon pain et accessoirement de vendre des sandwichs ou de vendre des pâtisseries, peut-être. Ensuite, donc, à qui je vends? L'autre case très importante, c'est quelle est ma cible, quel est mon segment de clientèle? Est-ce que je vends à tout le monde, ce qui est souvent une réponse des entrepreneurs qui peut expérimenter, mais qui n'est pas une bonne réponse. Généralement, il faut choisir une cible de clients. Je vends aux adolescents. Si je suis dans le B2C et que j'ai une proposition qui les concerne, je vends aux entreprises du secteur artisanal, je vends aux collectivités locales. Voilà, enfin, je peux avoir différents types de segments de clientèle. Évidemment, je peux en avoir plusieurs, mais il faut définir à qui on vend pour pouvoir à la fois ajuster la proposition de valeur et ajuster les autres éléments que nous allons voir tout de suite. Donc, ensuite, comment je vends? C'est ce qu'on appelle les canaux de distribution, les canaux d'accès aux clients. Est-ce que je suis en vente sur Internet, le e-commerce? Est-ce que je suis en vente directe au travers de commerciaux qui démarchent les clients? Est-ce que je suis en vente au travers d'un réseau de boutiques? Est-ce que je suis en vente via des distributeurs qui, donc moi je ne vois jamais le client, je vends à un distributeur qui lui-même vend au client final. Il y a donc beaucoup de possibilités d'accéder aux clients et ça s'appelle les canaux de distribution et de vente. Ensuite, bah, comment je maintiens, une fois que j'ai vendu, comment je maintiens une relation avec ma clientèle? Est-ce que j'ai envie de les garder en relation régulière avec moi? Est-ce que je leur envoie des emailing? Est-ce que je les questionne avec des questionnaires de satisfaction? Est-ce que j'ai un blog? Est-ce que je les réunis une fois par an dans un séminaire? Il y a plein de façons de maintenir une relation avec sa clientèle pour entretenir cela, pour pouvoir continuer à lui vendre mes services ou mes produits. Donc voilà, ici, mais pour faire tout ça, j'ai besoin, enfin, pour faire toutes ces activités, enfin, pour adresser ma proposition de valeur au client, je dois donc réaliser un certain nombre d'activités, produire, faire du marketing, faire du commerce, etc., etc. Mais suivant le secteur d'activité où je suis, ces activités dites clés, c'est-à-dire celles obligées de faire, ne vont pas être les mêmes. Il est donc important de les identifier et de les choisir et décider soit de les faire en interne dans l'entreprise, soit de trouver, on va le voir tout de suite, des partenaires clés. Mais j'ai aussi besoin de ressources, de moyens financiers, de compétences très, très précises, de machines, de moyens d'essai. Et donc, ces ressources doivent aussi être bien identifiées pour pouvoir être optimisées et utilisées au mieux. Et donc, je ne suis pas tout seul généralement quand je crée une entreprise ou je développe une entreprise, j'ai besoin d'avoir des partenaires qui vont m'aider
dans les atteintes de mes objectifs, donc soit en production, soit en services divers et variés, donc à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Donc voilà un peu les éléments fondateurs et fondamentaux du business model. Et les deux cases d'en bas sont un peu des résultats de toute cette mise en place. C'est-à-dire qu'on se retrouve d'un côté avec une structure de coût, c'est-à-dire que toute cette activité elle a un coût. La structure de coût, c'est parce qu'on différencie des types de coûts. Il y a les coûts dits récurrents. Bah oui, si j'ai des locaux, je dois payer mon loyer, je dois payer mes charges. Il y a des coûts dits variables, c'est en fonction de si je vends plus, je dois m'approvisionner plus en matières premières, je dois payer plus de logistique, de transport, d'énergie. Donc ça, ce sont des coûts variables. Et puis, encore d'autres types de coûts. Et puis, ces coûts, ils sont là pour supporter l'activité et pour, in fine, on arrive dans vraiment la partie revenu, qu'est-ce que je génère comme revenu? Alors, suivant la mise en place que j'ai faite, je vais avoir des revenus récurrents, je vais vendre des abonnements, je vais avoir des revenus au contraire plus aléatoires, c'est chaque fois que quelqu'un achète, il achète, puis je ne le revois plus jamais. Je vais avoir aussi peut-être déposé des brevets et licencié des technologies, et donc je vais recevoir des royalties. Bref, il y a plusieurs façons de recevoir de l'argent suivant la mise en place de l'activité et du modèle qu'on a choisi. Et in fine, une fois que j'ai fini de remplir ce tableau et de décrire le fonctionnement de mon entreprise, eh bien, il faut espérer que les revenus soient supérieurs aux coûts et que donc l'entreprise puisse être rentable. Mais le fait d'avoir décrit ça comme ça, de l'avoir vraiment détaillé, permet quand même d'avoir un peu de ressenti sur le fait est-ce que ça va être rentable ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec les jeunes entrepreneurs quand ils se lancent. On les aide à un peu anticiper les choses avant d'avoir commencé. En travaillant sur des outils comme ça, on peut prévoir dans une certaine mesure la rentabilité potentielle ou non de l'entreprise. Donc voilà un peu de façon rapide présenter ce qu'on appelle le business model, le modèle économique de façon détaillée en général. Alors, dans certaines littératures ou de façon un peu rapide, on va on peut faire un raccourci en disant que le modèle économique, c'est uniquement la case 9, c'est-à-dire c'est les différents types de revenus, comment je gagne mon argent. Je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des abonnements, des ventes one shot, etc. Et donc, les gens diront, ah, ton modèle économique, c'est l'abonnement. Ton modèle économique, c'est la distribution, etc. Bon. Alors, c'est le résultat, effectivement, qui est visible, mais en réalité, on voit bien que pour obtenir ce résultat, il faut mettre en place tous les autres éléments de la matrice et qui, évidemment, ne sont pas du tout structurés de la même façon en fonction des choix qu'on fait. Et c'est ça qu'on va essayer de voir et de comprendre comment le modèle économique peut être aussi une réponse à certaines situations que traversent les entreprises. Alors, le titre du séminaire, du webinaire, c'était comment le modèle économique peut changer la donne dans une entreprise. Parce qu'effectivement, au final, à quoi ça sert tout ça si l'entreprise fonctionne, elle a établi son modèle économique depuis déjà quelques années. On a changé des petites choses pour ajuster, on a sélectionné les bons partenaires, on a mis en place des canaux de distribution pour atteindre le client qui ont l'air de fonctionner. Et donc, quelque part, une entreprise installée qui est là depuis quelques années, elle a trouvé un équilibre autour d'un modèle économique. Et si elle continue, c'est que probablement elle dégage de la marge et qu'elle est rentable. Donc pourquoi changer Pourquoi on dit que le modèle change la donne
on a trouvé, c'est très bien comme ça. Et en plus, souvent, on prend des modèles suivant le secteur d'activité dans lequel on est, il n'y a pas non plus besoin d'inventer quelque chose d'extraordinaire. Des modèles relativement simples que tout le monde utilise et qui fonctionnent. On ne peut pas se contenter de copier ça. C'est ce que font la plupart des entreprises. Donc, il y a beaucoup de gens qui probablement ne connaissent pas le business model Canvas, mais qui font tourner leur entreprise. Ce n'est pas évidemment un problème. Mais il y a des accidents, des situations dans la vie d'une entreprise, pas détaillées, qui finalement nécessitent à un moment donné de changer le modèle économique. Voilà. Alors oui, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'il y a une autre façon, avant de passer au changement, il y a une autre façon de voir le business model Canvas, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait, c'est le quoi de l'entreprise, à qui on s'adresse, voilà, qui regroupe les 3 cases de droite, le comment on fait, qui regroupe les 3 cases de gauche, et le combien ça coûte et ça rapporte, donc l'aspect financier. Donc voilà, c'est une façon encore plus simplifiée de lire le business model Canvas, mais qui permet de, voilà, en 4 questions, on va dire qu'est-ce que je fais, à qui je m'adresse, comment je le fais et combien ça coûte et ça rapporte. C'est un résumé du modèle économique. Alors, je fais un premier arrêt là, sur l'image. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors, c'était plus un rappel pour moi qu'une vraie découverte, mais peut-être que certains sont moins familiers et auraient quand même besoin d'explications plus précises. Eh bien, en effet, Christian, on a une première question pardon, de Ludovic. Donc, c'est sur l'outil du Canvas en lui-même. Il se demande s'il n'est pas nécessaire de faire plusieurs Canvas, en tout cas de compléter plusieurs documents quand notre modèle est pluriel. Par exemple, voilà, si on a à la fois de la vente à l'unité et en même temps de la vente de licence pour que ce soit lisible. Oui, alors c'est une bonne question. Et effectivement, dès qu'on est, alors suivant la taille de l'entreprise, suivant la complexité effectivement de l'organisation, oui, tout mettre sur une petite feuille comme ça peut rapidement être illisible, d'autant plus qu'il y a des liens. C'est-à-dire que si j'ai 3 offres dans la proposition de valeur, j'ai peut-être 3 segments différents et chaque offre correspond à un segment. Et donc, si je mets tout dans les cases, comme ça, je ne vais pas voir la relation précise entre mon offre et mon segment. Donc, oui, on peut faire des layers, des calques avec les différentes offres. Et il y a quand même des choses mutualisées parce que les ressources, à un moment donné, ça peut être les mêmes pour les différentes offres. Mais oui, on peut s'organiser comme ça. Il existe même des outils numériques qui permettent de traiter ce genre de choses. Et en tout cas, ça permet la remarque qu'on peut avoir plusieurs modèles économiques différents qui vivent au sein d'une même entreprise. Ah oui, il n'y a Ça, c'est aucun tout à fait problème possible. là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. On verra après dans les exemples que ça se produit. Des fois, si on abuse, ça peut devenir un peu complexe. Et il faut peut-être revenir et simplifier. Mais Ça marche. Et donc, il y a Peter qui conseille, on peut utiliser des codes couleurs différents des post-it qu'on utilise ou des informations qu'on indique dans le Canva pour se retrouver entre les différents modèles d'affaires. Très bien, bah, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à continuer à les partager dans le chat. Je les remonterai la prochaine fois. et donc, pourquoi changer? Pourquoi changer de modèle? Changer, il y en a qui aiment ça et qui ont toujours envie de changer, et puis il y en a d'autres au contraire qui ont peur de ça, et disent non, non, ça marche très bien, on va surtout rien toucher. Alors je ne suis pas là pour vous dire votre modèle il est pourri, il faut absolument changer, parce que voilà, non, changer, ce n'est pas une nécessité absolue. Mais par contre, il y a des situations où ça vaut le coup de se poser la question. Et ne pas vouloir rien changer jamais, ce n'est pas non plus une bonne solution parce que ça peut, et on le voit régulièrement, tuer l'entreprise. Donc, changer,
dans quelle situation? Alors, j'en ai identifié 5 là qui sont assez évidentes, mais il y en a bien d'autres. Mais une situation un peu classique qu'on voit régulièrement, c'est une entreprise qui n'arrive pas à se développer, qui fonctionne, qui a un modèle économique qui donc marche, puisqu'elle est rentable, mais elle n'arrive pas à croître ou à se développer. Alors, ce n'est pas un problème en soi. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne souhaitent pas se développer au-delà d'une certaine taille, qui ont trouvé leur équilibre et qui se contentent de fonctionner comme ça. Et il n'y a pas de problème. Ce sont des choix de dirigeants ou d'équipes dirigeantes. Mais, par contre, il y a aussi des entreprises qui veulent se développer et qui ont du mal, qui n'y arrivent pas et qui font beaucoup d'efforts et qui restent. Enfin, voilà, puis les efforts ne sont pas payés. Alors, souvent, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on va dire, bah, OK, pour vendre plus, on va augmenter l'investissement dans la partie commerciale. Donc, je vais embaucher un deuxième commercial, un troisième. Je vais faire plus d'ads sur Meta ou sur Google. Et, j'espère que ça va porter ses fruits et que donc je vais avoir plus de clients. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et on voit quand même des entreprises qui, malgré les efforts qui coûtent, n'obtiennent pas en face les retours qui paieraient ces efforts. Et donc, au bout du moment, ils s'épuisent, ils n'ont plus de moyens, ils n'arrivent pas donc à croître, ils restent, voire des fois, s'ils ont pris trop de risques, ça les fait redescendre parce que les moyens deviennent plus limités. Donc ça, c'est une situation qui doit faire réfléchir à dire, mais est-ce que finalement, ce que je fais, c'est la bonne façon de faire? Ça marche, mais pourquoi ça ne marche pas mieux? C'est peut-être parce que je n'ai pas trouvé le modèle parfait, c'est pas enfin, le meilleur modèle qui permet de toucher plus largement et de plus facilement augmenter ma clientèle. C'est c'est un bon moment, on constate ça depuis quelques années, qu'on a d'essayer de changer. Alors, une autre situation qui arrive régulièrement, là pour le coup, ne dépend pas de moi, c'est que il se passe quelque chose, et d'un coup, mon marché sur lequel je suis change. Par exemple, l'automobile, la Commission européenne décide qu'à partir de 2035, il n'y aura plus de véhicules thermiques. Moi, je suis sous-traitant pour les constructeurs de véhicules thermiques. Voilà. Là, forcément, je vais être impacté, il va se passer un truc. Donc là, j'ai quelques années, mais ça commence déjà, on voit la difficulté en ce moment de la filière automobile. Donc, il va falloir que je change quelque chose. Parce que si je ne fais rien, si je fais juste l'autruche, à un moment donné, je vais avoir un problème. Mais le changement, il peut venir d'une crise, la crise des subprimes, la crise du Covid, la guerre par-ci, par-là. Ou aussi, il peut venir de l'irruption d'une technologie qui vient impacter complètement mon business. D'un coup, quelqu'un invente quelque chose qui remet en cause. Ici, en Mayenne, on avait un des leaders mondiaux de la production de disques vinyle dans les années 80-90, avec l'apparition des DVD et des CD d'abord, et puis des DVD, le marché s'est complètement écroulé. Alors là, ironie de l'histoire, c'est que ça renaît. Mais bon, ça, voilà, ce n'était pas prévisible à l'époque. L'arrivée de technologie modifie effectivement le marché. Ensuite, il peut y avoir des raisons internes, c'est-à-dire que mon entreprise, elle subit quelque chose qui est spécifique, qui n'est pas lié, c'est pas tout et un peu de mon secteur, c'est, je sais pas, j'ai mon fournisseur principal sur qui je m'appuie qui dépose le bilan. J'ai mon plus gros client qui arrête de travailler avec moi. J'ai mon meilleur salarié qui connaît tout, qui décide de partir ou qui part à la retraite. J'ai un incendie qui se déclare dans l'entreprise. Enfin, voilà, des choses qui sont spécifiques, mais qui vont impacter fortement l'entreprise et qui se dit comment je redémarre ou comment je réagis. Ça vaut le coup de se poser la question du modèle économique. Et puis, il y a des typologies d'entreprises, heureusement, ce n'est pas la majorité, mais qui n'arrivent pas à dégager une rentabilité. Voilà, ils travaillent dur, ils arrivent à peine à se payer, ça continue de fonctionner, mais
et ça ne décolle jamais, on ne trouve jamais la sérénité. Donc là, il faut vraiment se poser la question de est-ce que mon modèle est adapté à la situation. Et puis, depuis quelques années, il y a effectivement ce qui concerne le changement climatique qui par exemple, va impacter tout le monde et comment j'adapte mon business pour diminuer mon empreinte écologique. Ça demande des fois, alors on peut réduire, je fais la même chose, mais je réduis, j'améliore mes chaudières, etc. Mais on peut aussi imaginer de changer complètement le modèle économique pour être plus conforme, mieux respectueux de l'environnement. Et puis, bon, voilà, il y a d'autres situations, le changement de dirigeant, une prise et vendu, reprise, le nouveau dirigeant arrive, il a un œil neuf, il a envie de mettre sa patte et il peut vouloir commencer par travailler sur le modèle économique. Ou bien aussi, il y a des anticipations à long terme de risques qui, les gens se disent, ça va arriver, j'ai encore des années, mais je vais progressivement faire évoluer mon modèle économique pour être prêt le jour où ça sera le moment. Parce que pour changer de modèle économique, il faut bien le comprendre, c'est pas forcément quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Suivant les choix qu'on fait, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà. Là aussi, y a-t-il des questions? Je n'en ai pas vu passer de nouvelles dans le chat, donc pour l'instant, tout est clair. On avance parce que le temps se déroule. Alors là, je vais vous dérouler un peu pour notre histoire, 3 ou 4 cas. Alors, j'ai eu du mal à choisir, il y a plein de cas partout. C'est passionnant d'étudier les modèles économiques des entreprises et surtout quand elles changent, de voir comment elles rebondissent après un coup dur, ou elles ne rebondissent pas d'ailleurs, il y en a qui n'y arrivent pas. C'est absolument passionnant, en tout cas moi j'adore ça. Et donc là je vous ai sélectionné 3 ou 4 cas et je vais essayer de rapidement les détailler. Alors, le premier est un peu peut-être atypique, puisque ce n'est pas à ça qu'on pense en premier quand on pense à entreprise. Le premier, donc, c'est un club de football qui s'appelle Wrexham Football Club. C'est un club de football gallois d'une petite ville au Pays de Galles, une ville industrielle ouvrière. Et ce club-là a eu ses années de gloire dans les années 70. Il a même fait un quart de finale de la Coupe d'Europe des coupes à l'époque. Mais depuis, voilà, il était tombé complètement dans l'oubli et les années 2020, donc ce club était en 5e division anglaise, donc un club pas tout à fait 100% amateur, parce qu'en Angleterre, il y a beaucoup de clubs où il y a un peu de professionnalisme, mais en tout cas, voilà, un club local, tout à fait anonyme. Et un jour, forcément, alors, c'est quoi le modèle économique d'un club de football de ce niveau? C'est tout simple, hein, on produit un spectacle. Bon, le sport, ça reste un spectacle. On produit un spectacle pour des fans, des passionnés. On leur vend des billets tant qu'on peut pour remplir le stade. On leur vend, voilà, sur la photo, du merchandising, des écharpes, des maillots, etc. Et puis, on essaye de vendre de l'image à des entreprises qui mettent leur nom sur le maillot. Et puis, voilà, on a une buvette et on vend des sandwichs et des bières. Et c'est à peu près tout. Voilà, c'est ça le modèle économique d'un club de ce niveau-là. Et généralement, c'est très compliqué de devenir riche ou d'être rentable. On arrive à peine à boucler les budgets parce que, voilà, c'est pas compliqué avec ce modèle-là de vraiment gagner de l'argent à ce niveau de compétition. Et donc, en 2021,
crois, ou 22, je ne sais plus. Le club cherchait un repreneur, un mécène, un investisseur, appelez-le comme vous voulez, c'est-à-dire quelqu'un qui allait mettre de l'argent pour faire continuer l'histoire. Parce que ce club, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est le plus vieux club de football gallois, né en 1894. Et donc, voilà, quand il y a une histoire aussi longue, c'est toujours intéressant d'essayer de la prolonger et de la faire. Et il se trouve que, contrairement à toute attente, ce sont deux acteurs d'Hollywood qui sont là en photo, que moi personnellement je ne connaissais pas bien, mais sûrement certains, les passionnés de cinéma, peuvent les connaître. Monsieur Ryan Reynolds et Rob McElhenney, qui se présentent pour acheter le club. Bon, étonnant, mais enfin pourquoi pas. Ryan Reynolds avait déjà fait ses preuves un peu comme entrepreneur, parce qu'il avait déjà eu des succès dans des domaines jeans, dans la téléphonie mobile, et plus récemment, il s'est aussi investi dans la Formule 1. Mais bon, voilà, étonnant, deux acteurs qui reprennent un club de football, deux acteurs américains qui reprennent un club de football gallois. Pourquoi? Ben voilà, en fait, ils sont arrivés avec une idée et ils ont complètement révolutionné le modèle économique de ce club, puisqu'ils ont décidé d'en faire un modèle, de faire le storytelling, de raconter l'histoire du club au travers d'une série diffusée sur les plateformes. En Europe, c'est sur Disney+. Ils ont raconté voilà, l'aventure de reprendre le club, de le faire vivre, en associant aussi la ville, les gens. Et ils ont créé un engouement autour de ce club qui a dépassé largement le Pays de Galles, qui a trouvé son audience au niveau international. Et évidemment, ils ont mis un peu d'argent aussi, ils ont amélioré les infrastructures, ils ont commencé à être plus visibles, à attirer donc des meilleurs joueurs. Et globalement, ils ont commencé à gagner. Et ils ont réussi en 3 ans à monter 3 divisions, c'est-à-dire que là, en avril 2025, ils viennent d'atteindre la 2e division anglaise. Et ils ont fait ça en montant 3 années de suite, ce qui est une première dans l'histoire du football anglais. Et donc, jusqu'où ils vont aller, on ne sait pas. Mais en tout cas, leur revenu, le chiffre d'affaires du club est passé de 2 millions de livres à 27 millions de livres sur ces 4 ans. Et voilà, l'histoire est en marche. Mais en tout cas, il est certain, le modèle économique a complètement changé. Et d'ailleurs, cette stratégie de mettre du storytelling autour d'un business, elle n'est pas nouvelle. Elle est aussi, avec Internet, on a développé cette possibilité. Et par exemple, dans le football, on a la même histoire qu'essaie de suivre Alexandre Muliez, des héritiers de la famille Muliez avec le club Versailles 78. Et puis dans d'autres domaines, ici en Mayenne, on a Dick et Angel Strawberry, qui sont deux Anglais, qui ont racheté un château. Ils venaient aussi du monde de la télévision, ils ont créé une série, Bienvenue au château, et ils sont devenus assez riches, ils ont rénové leur château, et voilà, uniquement par ce côté, je raconte ce que je fais et je le vends pour attirer une communauté. Donc, si je représente ça sur un business model Canvas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos deux acteurs? Ils ont changé la proposition de valeur. On est passé d'un spectacle sportif à un spectacle sportif plus un spectacle cinématographique. Donc, on est resté dans l'industrie du spectacle, mais en rajoutant une corde. Ensuite, évidemment, ça a modifié les ressources nécessaires, parce que eux, venant du monde du cinéma, ils ont amené leur savoir-faire, leurs compétences pour ces activités nouvelles qui étaient filmer, monter, produire des films. Et puis, évidemment, ce que ça a changé aussi, c'est que ça a attiré des nouveaux clients, donc plus internationaux, enfin en tout cas des clients de plus loin, et qui s'étaient intéressés par cette histoire. Et ça a créé une relation différente avec la clientèle, puisqu'ils ont aussi fait de l'animation, ils ont fait vivre la ville. Et d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, c'est que cette montée-là a aussi redynamisé la ville avec l'ouverture de nouveaux commerces, avec du tourisme, etc., etc.
Et donc, voilà, pour des coûts, certes, ont mis de l'argent, mais finalement, les revenus ont été aussi très significativement augmentés. Et on peut dire à ce stade que c'est un succès, on verra jusqu'où ils peuvent aller. Voilà pour cette première histoire. La deuxième histoire, une entreprise beaucoup plus connue, l'entreprise de Lego, l'entreprise danoise de briques de jouets, qui, dans les années 90, avait je sais pas, avait développé tout un tas d'offres en sortant complètement du monde de la brique plastique. Voilà, ils avaient développé des choses, des jeux vidéo, des mondes, des lignes, des robots, des parcs d'attraction. Enfin voilà, et c'était en disant, ben, on va changer notre modèle, on va développer des nouvelles propositions de valeur pour augmenter notre clientèle. Mais en réalité, c'était un peu perdu parce qu'il n'y avait pas trop de synergie entre tout ça et les gens ne comprenaient plus. Et ce qui fait qu'au lieu de développer, ils ont augmenté leurs coûts, certes, mais n'ont pas eu les ressources en amont. Et donc, on commençait à être en difficulté au point de dire, voilà, il faut vraiment faire quelque chose de très drastique. Et en 2004, ils ont remplacé le directeur en place par un ancien consultant de McKinsey. Alors, souvent du mal de McKinsey, mais il y a aussi des bonnes compétences. Et donc, cette personne-là, qui s'appelle Jorgen Nussdorf, donc arrive et dit, voilà, il faut opérer à cœur et faire quelque chose de vraiment assez drastique. Bon, il applique une stratégie qui est relativement répandue, hein, souvent, dans ces grosses entités, c'est de revenir au cœur de métier. On commence par vendre tout ce qui n'est pas stratégique, on commence par recentrer sur le cœur de métier, qui est donc la fabrication et la vente de briques de construction. Mais il simplifie beaucoup la gamme. Il y avait des milliers et des milliers de pièces différentes qui fait que ça coûtait une fortune, donc il simplifie, il rend les lignes de production plus rentables, il rationalise la structure de coûts, et ça c'est pour la partie gestion opérationnelle. Et après, son génie, c'est d'avoir noué des partenariats stratégiques avec des franchises cinéma aussi, hein, Star Wars, Harry Potter, Marvel, etc., pour développer des produits à l'occasion de la sortie de nouveaux films et ainsi pouvoir attirer des nouveaux segments de clients, c'est-à-dire sortir de la clientèle enfant et ado pour aussi intéresser la clientèle adulte euh, à cette nouvelle offre. Et donc, voilà, il crée aussi, en 2014, un film, le Lego Movie, voilà, avec aussi, comme dans l'histoire de tout à l'heure sur le football, du storytelling. Et il développe encore d'autres choses, comme la plateforme de co-création de nouveaux produits, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, suite à ces changements de modèle, Lego est redevenu très rentable et a beaucoup multiplié son chiffre d'affaires qui atteint 10 milliards d'euros avec un bénéfice de 1,8 milliard, donc une entreprise très très rentable, qui est vraiment un leader sur son secteur. Donc là aussi, comment ça se représente? Finalement, sur quoi on a travaillé? On a réduit la proposition de valeur, ici une case qui est plus petite que la case initiale, en simplifiant. On a noué des partenariats clés avec des acteurs voilà, du monde média. Et en résultat de ça, ça a recréé une proposition de valeur un peu différente. Et puis, on a quand même simplifié au global. Et le résultat, c'est qu'on a élargi, on a réintéressé les clients historiques et on a élargi à d'autres cibles de clients. Donc, la cible adulte, les fans de films, de romans. Et donc, en diminuant la structure des coûts,
Et en faisant ça, on a très fortement augmenté les revenus, ce qui est l'objet, hein, on revoit le business model, et c'est pour arriver à ça. Troisième histoire, troisième exemple, Blablacar. Alors Blablacar, c'est ce qu'on appelle une start-up, donc c'est une entreprise qui est née dans les années 90, qui est partie de rien pour arriver à devenir une licorne, hein, donc une entreprise valorisée à plusieurs milliards. Et l'histoire classique dans une start-up, c'est que le modèle économique évolue au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Là, c'est assez souvent le cas, parce qu'il est compliqué de partir sur une idée nouvelle avec tout de suite le modèle économique final qu'on a peut-être imaginé, parce que des fois, il y a des impossibilités à le mettre en place. Et donc, on essaie plutôt de trouver des modèles adaptés à la taille de l'entreprise et à ses moyens, et puis on le fait évoluer. Donc là, je vais vous présenter deux évolutions du modèle économique de Blablacar. Donc, Blablacar, au départ, ça s'appelait même pas comme ça, hein, ça s'appelait covoiturage.fr. C'est une offre de covoiturage, une plateforme qui permettait aux gens de se trouver. Le passager discutait directement avec le chauffeur et il se mettait d'accord pour payer en direct le trajet. Et l'entreprise Blablacar, elle se rémunérait avec un peu de pub parce qu'il y avait du trafic sur sa plateforme, avec du service de covoiturage un peu particularisé. En gros, elle vendait sa plateforme en marque blanche à des entreprises pour faire covoiturer leurs salariés. Et puis, elle vendait aussi de la mise en avant à des conducteurs qui voulaient leur annonce soit plus visible, pouvaient payer un petit quelque chose pour être mis en avant. Voilà, à l'époque, le modèle économique que l'entreprise avait, parce que son objectif n'était pas de gagner de l'argent, son objectif était d'acquérir une communauté d'utilisateurs la plus large possible. Et donc, le fait que ça soit gratuit, la plateforme ne prélevait rien sur les passagers, permettait effectivement d'être plus attractif. Et donc, pendant des années, l'objectif était de croître. Et puis un jour, quand même, il a fallu avoir plus de moyens, aller voir des investisseurs, et à un moment donné, avoir des investisseurs sans modèle économique rentable, c'est un peu compliqué. Et donc, ils se sont dit, le temps est venu, on a assez d'utilisateurs pour essayer de changer le modèle économique et enfin faire payer les gens pour ce service. Et donc, ils ont mis en place du jour au lendemain, ils avaient tout, ils avaient la plateforme, ils avaient les clients, les conducteurs et les passagers, ils ont mis en place un système de paiement sur la plateforme, donc il n'était plus possible de se trouver sans avoir payé d'abord, réservé le prix affiché, payé, et ils prenaient une commission là-dessus. Voilà. Alors, évidemment, il y a plein de gens qui n'ont pas été contents, mais je me souviens de ce changement, plein de gens qui ont râlé, etc., parce que beaucoup de gens utilisaient ça avec un esprit un peu associatif, hein, c'est communautaire, on s'entraide. Et là, ça devenait business. Donc, on est oui, les capitalistes, etc. Enfin, il y a des gens qui ont râlé, qui ont sûrement arrêté de l'utiliser pour recréer d'autres choses. Si ça s'est fait, hein, des concurrents plus comme ça, communautaires. Mais eux, en tout cas, ça leur a permis, d'une part, de convaincre les investisseurs d'investir, donc ce qui leur a donné des moyens, et ensuite de se développer plus loin, de faire plus de communication, d'augmenter encore la taille de la clientèle. Et puis un jour, ils ont compris que juste faire du covoiturage longue distance, c'était finalement un modèle économique avec une seule offre, mais que ça allait les limiter à un moment ou à un autre. Et ils se sont dit, mais notre valeur, notre position, notre vision, c'est de faire de la mobilité durable. Ce n'est pas seulement de faire du covoiturage. Et là, ils se sont dit, il faut qu'on développe d'autres offres. Donc, ils ont commencé à s'intéresser à des offres de bus, à des offres de covoiturage courte distance. Et puis, pendant la crise du Covid, ils sont même mis en place de la location de trottinettes. Voilà. Bon.
le Covid a été effectivement pour eux un gros impact, hein, parce que plus personne ne se déplaçait. Ils ont perdu 95% de leur business en jours. Ils ont, par contre, c'est intéressant parce que comme ils étaient habitués à changer le modèle économique, ils ont réagi très très vite. Et pendant le Covid, au bout de quelques jours, ils ont sorti une application qui s'appelait Blabla Help pour aider les gens à s'entraider pour aller faire les courses. Ceux qui ne pouvaient pas sortir pouvaient trouver des gens qui allaient faire pour eux les courses, etc. Et puis, bon, ben voilà, quand le Covid a été fini, ben, ils ont relancé, ils ont réussi à passer l'épreuve et à relancer leur diversification avec plusieurs modèles de transport. Et donc, ces deux évolutions de modèles, ben, la première, ils ont travaillé sur la structure des sources de revenus, puisque on fait payer le client à un moment donné alors qu'il ne payait pas avant, ce qui a induit de changer les ressources clés parce que voilà, et ça a développé le segment de clients, puisque ce sont des gens, enfin, ils ont changé un peu le profil type de la clientèle parce que comme ils investissaient plus dans la communication et que l'offre était plus professionnalisée, ils ont atteint d'autres cibles clientèle que celles de départ qui étaient plutôt des jeunes, des gens plutôt avec des moyens limités. Justement, Christian, je me permets de poser une petite question. Donc, vous avez mentionné de dire voilà, que Blablacar, ils ont utilisé un peu le Covid pour tester une nouvelle offre. Il y avait une question qui était sur ce lien-là dans le chat. C'était Anne-Marie qui demandait bah, justement voilà, quand il y a une crise, quand il y a un bouleversement qui arrive dans l'entreprise, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on peut imaginer que le changement va être durable? Donc, elle prenait l'exemple de la production des masques pendant le Covid. Mais c'est ce même exemple avec Blabla Help. Voilà, c'est une petite question sur voilà, comment est-ce qu'on sait que le changement sera durable? Est-ce que ça vaut le coup de modifier son offre ou de faire des évolutions? Alors, bah, évidemment, on ne sait pas. C'est ce qui s'est passé. Enfin, le Covid a été une formidable expérience à l'échelle mondiale où on a pu différencier effectivement les entrepreneurs qui tout de suite ont pris des risques et ont dit je fais évoluer puis on verra bien, et ceux qui se sont mis dans la situation d'attendre, en disant je me replie, j'attends que ça revienne normal. Et ça, c'est vraiment, je dirais, inscrit dans les gènes de l'entrepreneur. Ces deux types-là, on va les trouver. Il y a l'entrepreneur gestionnaire et l'entrepreneur entreprenant. Bon, je crois que c'est compliqué de théoriser autrement que ça. Par contre, ce qu'on voit quand même souvent, c'est qu'une crise, elle laisse des traces. C'est-à-dire qu'on ne revient pas tout à fait à l'état initial. Et le Covid a laissé comme trace le télétravail, qui est quand même un changement important dans le modèle économique des entreprises, parce que ça induit des changements de culture, de comportement, etc. Et donc voilà, non, difficile de répondre par quelque chose d'absolument certain, ça va être une prise de risque à prendre. Et ce qui est intéressant avec Blablacar, c'est que quand on est une entreprise habituée à changer ou à réfléchir en permanence sur son modèle économique, c'est plus simple quand même de faire des tests, des tentatives. Blabla Help, c'est un truc qu'ils ont fait assez vite. Ils n'ont pas mis beaucoup de moyens. Alors, ça existe toujours, mais c'est devenu le blog communautaire d'échange entre les utilisateurs. Voilà. Après, des choses se remettent en place. Et donc, le deuxième, ça c'était le premier virage du modèle économique, celui de faire payer. Et le deuxième, ça a été de changer la proposition de valeur en rajoutant au covoiturage d'autres moyens de transport. Donc, je l'ai dit, les bus, les trottinettes pendant le Covid, mais après ça s'est arrêté. Et le covoiturage courte distance qui n'est pas du tout organisé de la même façon. Donc cette nouvelle proposition de valeur a changé donc, les activités parce que Blablacar, c'était une boîte numérique avec des développeurs et des marketeurs. Et d'un coup, ils se sont mis à opérer une base installée de bus avec des chauffeurs, des mécaniciens, enfin, de la logistique, du capital
investi. C'est complètement différent hein, comme activité et comme ressources clés nécessaires. Et évidemment, ils ont développé encore leur segment client, puisque ces offres multiples pouvaient adresser des besoins différents. Et au final, bah, ça a été bénéfique et profitable, puisque ils continuent, le chiffre d'affaires a accru et l'entreprise est vraiment devenue une entreprise mondiale leader dans ce domaine. Dernier exemple que je dois à 100% à ChatGPT, parce qu'à un moment donné, je voulais prendre des exemples sur des petites entreprises et pas seulement sur des multinationales ou des startups. Et évidemment, il y a moins de documentation. Hein. Le boulanger qui change son modèle économique, il n'en parle pas forcément dans les journaux. Donc, c'est plus compliqué de trouver des bons exemples. Et alors, j'ai demandé à ChatGPT, en plus, c'était un test que je voulais faire, de m'écrire un exemple fictif d'une évolution de modèle économique sur une petite entreprise artisanale. Il m'en a produit deux, là, je vous en présente une, sur un modèle de boulangerie. Et donc, c'est totalement fictif, hein, vous n'allez pas trouver ça sur Internet. Mais par contre, ça m'a démontré, et c'est un outil intéressant pour aider à réfléchir à son modèle économique parce qu'il est assez pertinent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, notre boulanger qui avait un peu de mal, voilà, il voyait dans notre petit village, il voyait ses ventes stagner ou décroître, et bah, il se disait, il faut que je fasse quelque chose pour rebooster un peu ma boulangerie. Et donc, il a proposé après le Covid aussi, hein, c'était ça, les choses n'étaient pas revenues comme à la normale, c'est ce que je disais à l'instant. Il n'avait pas retrouvé son chiffre d'affaires d'avant Covid parce que les gens, avec le télétravail, venaient moins acheter des sandwichs le midi parce qu'ils faisaient leurs courses différemment. Et donc, il a réfléchi avec son épouse comment réinventer son modèle. Et il a proposé un modèle d'abonnement pour fidéliser les clients. Alors, l'abonnement dans une boulangerie, effectivement, c'est étonnant, mais il s'est dit, ben, pour 15 ou 30 euros par mois, les clients vont chaque semaine pouvoir venir chercher une formule pré-réservée avec du pain, de la viennoiserie, un goûter pour les enfants, qui peuvent venir chercher à certains créneaux de la semaine, et avec chaque mois un petit bonus découverte, surprise. Cette nouvelle offre qui permettait aussi de lisser les pics de fréquentation, parce qu'effectivement, dans une boulangerie, souvent, il y a un rush à certaines heures, et puis il y a des temps creux assez longs. Donc là, il pouvait lisser les choses. Et il s'est mis à la vendre via une petite application. Et voilà, et rapidement, ça a séduit un certain nombre de clients qui sont devenus, qui ont adhéré et qui ont pu produire un revenu alternatif et surtout récurrent, ce qui est intéressant pour l'entreprise. Voilà, donc pour le résumer sur le Canvas, donc une nouvelle proposition de valeur, un changement de canal d'acquisition, puisque je ne passe non plus par la boutique, mais par une app, et une relation avec la clientèle nouvelle, puisqu'on fidélise les gens et on introduit aussi un côté émotionnel, puisque chaque fois il y a la découverte, il y a la surprise, etc. Ce qui évidemment a changé un peu l'activité, puisqu'il fallait préparer les commandes, il fallait gérer l'application et l'interaction avec les clients. Donc c'était une nouvelle pour le boulanger, mais ça lui permettait de faire croître son chiffre d'affaires. Donc voilà un exemple, par exemple, de tout ce qu'on peut faire dans une petite entreprise sans forcément investir des millions. Donc voilà, j'ai fini avec mes exemples et juste pour terminer, je vais peut-être passer les questions et les réserver pour la fin puisqu'on se rapproche là
de la fin. Et juste en quelques mots, donner une méthode un peu pour repenser son modèle économique si on se trouve dans une des situations décrites ou si on a juste envie de changer. Voilà en gros ce que je peux vous proposer. Donc, le business model Canvas, il serait bon de l'avoir toujours sur le coude. Pour moi, c'est un outil du quotidien. On va le faire une fois, mais à des périodes, alors voilà, suivant l'entreprise et la taille, ça peut être tous les 6 mois ou une fois par an, on va revoir un peu son modèle pour voir comment il a naturellement évolué, est-ce qu'il y a des choses à compenser. Mais en tout cas, l'avoir à tout moment pour éviter de s'y pencher que le jour où on est en crise. Ensuite, le fait de l'avoir permet de l'analyser et d'identifier les maillons faibles. Je dirais, c'est quoi les cases faibles de mon modèle? Moi, j'ai un partenaire, il n'est pas hyper fiable. Moi, je ne suis pas très bon dans mes canaux d'acquisition, là, ça ne marche pas très bien. Moi, je ne sais pas gérer ma relation avec les clients, je n'arrive pas à leur parler, voilà. L'autre, ça va être sa proposition de valeur, je ne suis pas tout à fait content de ma proposition de valeur. En tout cas, identifier, parce que forcément, si le modèle marche, tout n'est pas mauvais. Donc, identifier où sont les faiblesses. Et puis, le jour où on veut changer, commencer à dire, je vais travailler sur mes faiblesses. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes cases faibles? Et une fois que j'ai eu une ou deux idées, je regarde l'incidence sur les autres cases. Si je décide de changer quelque chose dans mon canal de distribution, qu'est-ce que ça change sur mes ressources ou sur mes activités? Voilà. Et puis, une fois que j'ai examiné ça, je me retrouve avec un nouveau modèle que j'ai figé. Et je vais regarder ce nouveau modèle, quelle incidence il a sur le résultat. C'est-à-dire quels sont les coûts supplémentaires ou les coûts réduits, et quels sont les revenus supplémentaires ou éventuellement les revenus réduits si j'ai mal anticipé mon affaire. Et donc, une fois que j'arrive là, soit je suis satisfait, soit pas trop, et donc je recommence, je réitère mon process de réflexion, et je teste comme ça plusieurs modèles. Alors, on peut le faire tout seul, si on n'est pas habitué, c'est quand même pas évident. En particulier, on a tous un profil type. Soit on est plutôt de profil gestionnaire, on va être très bon sur les cases de gauche, soit on est de profil commercial et on va être plutôt meilleur sur les cases de droite. C'est rare d'être très bon partout. Et donc forcément, quand on réfléchit, si on a un problème sur la case de gauche et qu'on est bon dans les cases de droite, il vaut mieux se faire aider par des gens qui, voilà, donc se faire accompagner ou se faire aider pour travailler sur son modèle, ça a des chances d'être plus efficace parce que le regard extérieur va aussi aider, hein, le regard naïf, je dirais, de quelqu'un qui découvre. Alors quand on est le nez dedans, on a du mal à changer. Voilà, et puis une fois qu'on a trouvé quelque chose qui correspond, après, il faut aller tout de suite en parler à ses clients. Je disais cette semaine un post sur LinkedIn de quelqu'un qui parlait de la fin peut-être les clients ont marre des modèles SaaS où il faut toujours s'abonner à des nouvelles. Voilà, parce qu'à force de s'abonner, on a des kyrielles d'outils où on paye tous les mois. Et donc, il apparaît en ce moment un nouveau modèle, c'est on paye une fois pour toutes. C'est-à-dire, je paye et j'ai accès toute ma vie. C'est un modèle un peu spécial. Et donc, une entreprise en SaaS, l'entrepreneur témoignait du fait qu'il a voulu tester. Il a mis une offre, voilà, payé en un coup et c'est à vie. Il dit très vite, alors qu'il avait un peu plus de mal récemment à engranger des clients, très vite, il a eu des clients. Et tiens, ça a l'air d'intéresser les gens. Voilà, attention, hein, c'est pas dit que ça soit la solution, mais en tout cas, pour dire de tester une idée, si on peut le faire assez simplement, c'est bien. Euh, et, euh, et puis une fois que l'idée est testée, après, il faut y aller, quoi. Il faut déployer à une certaine échelle pour voir l'effet et progressivement voir ce nouveau modèle remplacer l'ancien ou s'ajouter à l'ancien. Encore une fois,
cohabiter plusieurs modèles et en espérant qu'à la fin, ça puisse générer de l'argent. Et je crois que j'allais terminer en vous mettant au défi de dire est-ce que vous serez assez courageux pour sauter dans l'inconnu, parce que comme tout changement, c'est un saut dans l'inconnu. Et ça me permet de faire le lien avec ma newsletter, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui s'appelle Un pas dans l'inconnu, dans laquelle je parle tous les 15 jours d'innovation, de management et d'entrepreneuriat. Et justement, là, en ce moment, puisqu'il doit être midi, la nouvelle release numéro 154 vient de paraître. Et donc, ça veut dire que vous avez le compte-rendu écrit de tout ce que je viens de dire. Vous pouvez le lire au-delà d'avoir le replay dans quelques jours. Merci à vous et je suis disponible pour des questions. Très bien, merci, merci Christian pour cette intervention. J'ai pas vu de nouvelles questions dans le chat, donc n'hésitez pas à en partager, à partager vos questions. Il y a juste un commentaire de Gildas là, sur la méthode que vous présentiez. Lui, il propose qu'on peut aussi tester le concept, l'idée, enfin en tout cas l'idée que l'on a avant de commencer à la déployer. Donc peut-être plutôt le côté valider le marché avant même de commencer à développer. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, alors peut-être je me suis mal fait comprendre, mais c'était un peu l'idée. Il y avait d'abord, on questionne les gens pour voir si ça les intéresse. Ensuite, on fait une phase POC, test à petite échelle, et ensuite on déploie. Ça, c'est idéal si on peut. Alors après, suivant le changement de modèle qu'on fait, si on doit changer toute son usine pour remplacer toutes ses machines par complètement autre chose, bon, la phase test à petite échelle, bon, peut-être plus difficile à mettre en œuvre, mais, euh, mais oui, il vaut mieux être prudent et tester les choses pour essayer. On a également une remarque d'Émilie. Donc là, quand vous définissiez la proposition de valeur, vous disiez donc la valeur que vous apportez aux clients et elle nous fait remarquer qu'il peut aussi y avoir du sens à prendre en compte la valeur que l'on propose à la société en général, au-delà de ses clients, et donc de repenser son modèle pour aussi apporter de la valeur à la société. Oui, alors tout à fait. Et il existe d'ailleurs des variantes du business model Canvas qui prennent en compte effectivement d'autres types de valeurs que la valeur monétaire. Et après, le raisonnement est le même, quelque part. À un moment donné, on met l'indice de la valeur là où on souhaite, et après, on fait varier les paramètres pour optimiser ça. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Eh bien, alors j'ai pas encore vu d'autres remarques dans le chat, donc je voudrais juste avant, parce que je vois que certains doivent nous quitter, juste pour vous informer de la prochaine date du programme des matinées et webinaires de l'innovation. Ce sera un format en présentiel avec une matinée d'innovation dans nos locaux. Et lors de cette matinée, on vous propose de poursuivre la thématique de ce matin lors d'un atelier pratique où on vous invite à réfléchir à votre modèle d'affaires et aux façons de le faire évoluer. Donc, ce sera une matinée d'innovation qui aura lieu le 10 juin de 8h45 à midi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui si c'est une thématique qui vous intéresse. Et autre petite info, j'ai partagé déjà dans le chat des liens vers un questionnaire de satisfaction. Donc, je vais vous demander, je vous demande de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire. Ça nous permet, nous, de faire évoluer l'expérience qu'on vous propose dans les webinaires de l'innovation. Et puis, à vous de nous proposer des idées de sujets pour les prochaines dates. N'hésitez pas à y répondre et à nous proposer vos idées. Merci beaucoup tout le monde. Donc on a beaucoup de remerciements, Christian, sur ce moment passionnant et intéressant. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous le 10 juin pour notre prochaine matinée de l'innovation. Bonne journée.